Vous avez pas assez d'amis. Et voilà, je vous call out. Enfin, il fallait que quelqu'un le dise. Vous êtes call outs. Et Clémence Guettet veut que vous ayez plus d'amis. Et elle a entièrement raison. Nous allons donner des droits aux amis. Ça a l'air méga intéressant, les gens. On écoute Clémence Guettet sur France Inter qui va nous parler de la politique de l'amitié. Et je vais vous donner mon avis sur tout ça. Bonjour Clémence Guettet. Il faudrait peut-être que la capture audio fonctionne aussi pour ça. Ça pourrait être bien. BPT, par contre, il est possible qu'ils te disent rien exprès pour pouvoir te reprocher de ne pas avoir participé et pas avoir payé tes cotisations. Fais attention. Ouais. Ils sont capables de faire des trucs un peu bizarres comme ça, donc... T'inquiète. Alors, attendez, pardon. Capture audio. La capture audio un PB. Ah oui, d'accord, elle est complètement buggée. Qu'est-ce qui se passe? Mais je viens de récupérer plein d'amis à l'après, en tout cas. Ah bah moi, les gens, j'ai plein de cercles de gens. Maintenant, c'est super cool. Alors, attends. Boum. France Inter, je voudrais commencer par une... Voilà. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. Je voudrais commencer par une valeur que l'on associe pas spontanément au monde politique, c'est un euphémisme et à laquelle vous avez pourtant décidé de consacrer un livre. Ça s'appelle Pour une politique de l'amitié aux éditions de la Découverte. Je résume en quelques mots votre thèse que vous allez détailler. L'amitié, contrairement à la famille dite traditionnelle, n'est pas assez soutenue par les pouvoirs publics et vous proposez d'y remédier. Avant de rentrer dans le détail, une question de principe. Est-ce que l'État n'a pas autre chose à faire que de se mêler de nos relations amicales? Est-ce que c'est vraiment son rôle que de s'immiscer dans des espaces qui relèvent de notre vie privée, Clémence Guettet? Alors c'est une bonne question parce que en écrivant ce livre-là, j'avais conscience de marcher sur une sorte de ligne de crête. C'est-à-dire que l'amitié, c'est une valeur souple, gratuite, libre, extrêmement valorisée d'ailleurs dans notre société, mais qui n'est pas du tout reconnue par l'État, par la loi, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, la famille traditionnelle, vous l'avez dit, elle est survalorisée. Le couple, majoritairement couple hétérosexuel, la famille avec des enfants, comme institution, prônée d'ailleurs par la droite, par les réactionnaires de tout temps et de toute époque, est accompagnée par l'État, par le système socio-fiscal, par les aides sociales, etc., etc. Or, aujourd'hui... Pas seulement par la droite, et avec aussi Clémence Guettet comme objectif de faire en sorte que la démographie reparte, que l'on puisse faire des enfants pour financer le modèle social. J'en parle... Quoi? Attends, c'est dit ouvertement ça? Le mec de France Inter dit ouvertement, c'est normal qu'il y ait une politique pro-famille parce qu'il faut que inciter les gens à faire des enfants et avoir une politique de natalité. Il faut que les femmes soient des poules pondeuses d'enfants pour l'État et pour le capitalisme. C'est complètement fou de dire un truc comme ça. Hein. Je savais même pas que c'était admis comme ça ouvertement. Il a pas dit normal, il a expliqué. Ok, Kurkovic, je vois que t'as absolument rien compris à ce que je racontais hier sur le descriptif, etc. Juste prends une petite pause pour réfléchir, merci. Dans le livre, quand M. Macron parle de réarmement démographique sans s'intéresser une seconde aux causes, c'est-à-dire pourquoi on fait moins d'enfants aujourd'hui dans notre pays, peut-être que c'est la crainte du futur, le changement climatique, peut-être que les femmes ne sont pas du tout accompagnées pour le moment du postpartum, dans leur carrière, etc. Bref, aucune cause n'est remise en question et M. Macron participe en ça d'une bataille idéologique qui est celle de l'extrême droite. C'est une forme d'extrême droitisation de la société que de revenir à cette famille traditionnelle. Vous vouloir que les couples fassent des enfants, c'est un combat d'extrême droite? Sans s'intéresser aux causes et donc sans leur faciliter la vie, oui, excusez-moi de le dire, c'est une bataille qui est celle de la droite réactionnaire. J'en reviens quand même au livre et à ce que je propose en positif, c'est-à-dire que il me semble qu'aujourd'hui, la façon de faire famille, je parle des familles choisies dans le livre, d'organiser nos existences a beaucoup changé. C'est 6 personnes sur 10 qui habitent hors du département de naissance de leurs parents, donc il y a un éloignement de la cellule familiale. 6 enfants sur 10 qui naissent hors du mariage. Le mariage n'est plus du tout une condition pour faire famille, faire des enfants, etc. Et les femmes seules, ça ne vous aura pas échappé, depuis la loi sur la PMA, ont le droit de faire des enfants toutes seules, hors du couple. Et donc, il y a plein de nouvelles façons d'organiser son existence qui ne sont pas prises en cause par la loi, par l'État, pas accompagnées par les politiques publiques. D'où cette volonté d'organiser à l'échelle de l'État et des pouvoirs publics l'amitié. En tout cas, sur tous les constats, très très basé, ce qu'a dit Clémence Guettet, c'est tout à fait vrai. Hein. Avec la diminution progressive de l'aspect patriarcal. Plus de son, pire stream. Merci le chat. Pourtant, j'ai regardé OBS, j'ai vu que le truc était allumé avant de commencer à parler. Hein. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? En gros, j'ai juste dit que Clémence Guettet a raison. On va avancer. Sauf que là où on s'interroge quand on lit votre livre, c'est la façon dont vous le liez au combat politique. Ça cut au deuxième mot, trop bizarre.
Que favoriser l'amitié, c'est mener un combat, je vous cite, anticapitaliste, que c'est aussi résister à l'extrême droitisation. Que doivent comprendre ce matin ceux qui nous écoutent et sont capitalistes et votent pour l'extrême droite, que l'amitié, c'est pas pour eux? Alors, bien sûr que si. Est-ce qu'on peut pas juste réacter à une vidéo de Clémence Guettet sur sa chaîne qui parle de ça? Parce que j'ai l'impression que juste il y a une personne intelligente qui essaie de tenir un propos politique construit et genre un enfant de 5 ans qui a pas encore appris genre les bases de la logique et du raisonnement, qui est en face en train de faire caca sur la table en posant juste les pires questions imaginables. BBT, non, l'amitié c'est pas pour eux, personne veut avoir des nazis comme amis. Voilà, meilleure réponse. Écoute, et sont capitalistes et votent pour l'extrême droite, que l'amitié, c'est pas pour eux? Alors, bien sûr que si, évidemment, mais bon. la façon de promouvoir. Bien sûr que si, l'amitié c'est pour les gens qui votent à l'extrême droite. En vrai, Clémence Guettet, ouais, j'avoue, elle aurait pu dire bah non, personne veut être ami avec des gens qui sont racistes. Bah non, en fait. Des droits nouveaux, comme j'essaye de le faire dans ce livre, oui, j'estime que c'est un combat antifasciste. Je viens de vous expliquer pourquoi la famille traditionnelle, pas besoin de vous rappeler la devise de la France pétainiste, mais pourquoi la famille traditionnelle et la question de la natalité a toujours été associée à l'idéologie d'extrême droite. Sur le versant anticapitaliste, j'essaye de montrer dans le livre que prendre en compte de nouvelles configurations familiale, affective, de solidarité matérielle, c'est s'attaquer d'une certaine façon au capital. Pourquoi ? Parce que je propose par exemple une série de congés. Je vous donne un exemple. Vous êtes une femme seule, vous avez décidé de faire un enfant seul. Vous n'avez personne pour vous épauler dans votre postpartum. Vous pourriez choisir que un ami, une amie, soit là dans cette période qui est particulièrement difficile. Qu'on peut avoir, mais associer ça à l'extrême droite et à l'anticapitalisme. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'obsession chez vous à plaquer Vas-y, c'est bon, juste ferme ta gueule, mec. Laisse Clémence Guettet dire un truc intelligent, arrête d'interrompre avec une connerie monumentale à chaque phrase qui avait l'air d'être hyper stylée et intéressante politiquement. J'en peux plus, je vais péter un câble. Est-ce qu'on écoute la conférence? Est-ce que j'annule complètement ce segment et on écoute juste la conférence? Le problème, c'est que la conférence, c'est long. C'est dur de réacter à un truc aussi long. Quand on a réacté à la conférence au discours de Mélenchon, là, ça a fait un réact de littéralement 3 heures. Pour une politique de l'amitié, le nouveau livre de Clémence Guettet, 1h22. Donc rebond. Sinon, on peut avoir cette vidéo-là, mais on cut les parties où il y a un énorme bozo qui essaie de dire des trucs. Tous vos schémas, quels que soient les sujets qui sont Je vous abordés. assure qu'à l'Assemblée nationale, on a eu par exemple un début de réflexion sur le congé qui s'appelle encore congé paternité. Je rappelle que 2 femmes peuvent faire des enfants ensemble. Donc l'appeler congé parentalité serait une chose. Mais aujourd'hui, quand vous grappillez du temps sur le capital, sur la production, parce que vous vous attaquez avec un dispositif comme ça au code du travail pour ajouter des jours de congé, je vous assure qu'idéologie... Du coup, on n'a même pas compris c'est quoi la proposition parce que l'autre con, il a interrompu. Donc Clémence Guettet, elle nous sort une proposition ultra basée qui est de faire un jour de congé pour les amis, c'est ça? Putain, Duhamel, il a vraiment bien fait le travail de chien de garde du statu quo en empêchant qu'on comprenne la proposition. Hein. Tu peux offrir des jours de congé à tes potes. Logiquement, c'est un combat qui est situé. Alors, vous dites que c'est une façon de mener le combat anticapitaliste. Pourtant, il y a une sorte de paradoxe puisque parmi les propositions... Je vais péter un câble. Genre, le fait qu'elle est en train d'expliquer le truc, elle s'est fait interrompre et du coup, on n'a rien compris, je vais devenir fou. Vous voyez l'importance de pas se faire couper la parole. Genre vraiment, quand il y a un mec comme ça qui te coupe alors que t'es en train de dérouler un discours politique hyper important, faut continuer à parler. Hein. Moi, je dis faut continuer à parler. Il faut dire attendez, je suis en train de parler en fait. Et tu bloques le débile en face, quoi. Tu l'empêches de réduire le QI de tout le monde collectivement. La possibilité d'ouvrir un congé pour qu'un ami puisse prendre soin d'un autre correspond à une réalité vécue par de nombreux Français, explique-t-elle. Combien de personnes ont reçu de l'aide de la part de leurs amis pour affronter une terrible maladie? Un sujet qui touche plusieurs fils à la fois. Clémence Guettet veut placer la politique de l'amitié au cœur de la nouvelle France des Insoumis. Votre livre est-il une attaque culturelle contre la famille traditionnelle? Oh les médias. Oh les médias. Bon, je vais quand même revenir dessus parce que malheureusement on est obligé. Donc vous faites, il y a notamment cette idée d'une adoption sociale ou d'un pax amical, sur le même modèle que le pax dans un couple, qu'il soit d'ailleurs hétérosexuel ou homosexuel, avec les mêmes droits fiscaux. Donc se paxer avec un ami pour payer moins d'impôts. Mais c'est effroyablement bourgeois ça, Clémence Guettet, comme... Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Mais qui sont ces gens? Mais ces gens sont fous! Bon allez, je mets la conférence. Allez, c'est bon. Mais c'est bourgeois ça en fait! Oh mon Dieu! Où est la conférence? Allez. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre patience. On va commencer.
Bonjour Clémence. J'espère que vous passez d'agréables amphis pour celles et ceux qui sont déjà là depuis hier et bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus. Attends, après il est d'accord avec Framont, les amis, c'est bourgeois. Je deviens fou. Ils sont toujours dans l'inversion, les antiracistes sont les racistes, LFI sont les bourgeois, le racisme anti-blanc existe, etc. Ouais. Ok, alors, j'ai juste envie... Vous m'avez dit, il faut aller à la partie où elle parle des solutions. Sauf que je sais pas à quel timestamp c'est. Donc, regarde la conférence de presse, passe juste les questions. Ah, 30... BBT, merci, j'avais pas vu. Ça date, mais ça résume. Ok. L'amitié pour faire peuple, le 16 janvier 2026. Ce très beau colloque. Je suis très contente d'abord de vous voir aussi nombreux jusqu'à la fin. Je sais que c'est très riche, très dense. Je suis très contente aussi qu'on ait pu l'organiser. Je dis merci aux agents et aux agentes de l'Assemblée nationale. Merci à toute mon équipe et en particulier un immense merci à Ariane Vaquette. Parce que sans elle, il n'y aurait pas la possibilité d'être là ce soir et d'avoir organisé tout ce beau travail. Évidemment, je pense que je peux parler en votre nom pour la richesse et la très grande diversité de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et donc moi, j'ai la lourde tâche d'arriver derrière et de conclure et de faire des propositions, à la fois comme députée insoumise, puisque je vous reçois à l'Assemblée nationale, et à la fois comme coprésidente de l'Institut La Boétie, où évidemment, je sais qu'on avait en tête le discours de la servitude volontaire. Je ne sais pas si on avait en tête à ce moment-là l'amitié avec Montaigne. Toujours est-il que c'était un nom tout trouvé pour réfléchir à l'amitié et que, je crois, les intervenants, notamment de la première table ronde, l'ont montré dans l'histoire. Il y a toujours eu une réflexion très profonde et très dense sur l'amitié. Je vais me concentrer sur 3 plans. Pour essayer de définir une politique de l'amitié, d'abord sur le plan théorique pour montrer pourquoi dans la doctrine insoumise, tout ce qui peut nous servir de corpus est parsemé par des notions d'amitié et l'invocation de cette notion politique. Ensuite sur le plan stratégique pour dire que l'amitié peut aussi être vécue comme un espace de résistance, j'y reviendrai. Et puis enfin sur le plan programmatique, parce que c'était le but de la soirée, ça va continuer, hein, on ne prétend pas avoir tout résolu en 2h30 de débat, mais pour essayer de définir une politique de l'amitié, il y a déjà des pistes très sérieuses qui ont été esquissées avant moi. Donc d'abord sur le plan doctrinal, sur le plan théorique, la doctrine insoumise, on a la chance d'être un mouvement jeune et donc qu'elle ne soit pas figée et qu'elle soit une sorte de culture cumulative. On va piocher différentes références. Je vous donne un exemple. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être vous n'êtes pas insoumis d'ailleurs, hein, c'était un lien d'inscription publique et tout le monde est bienvenu, mais pour beaucoup d'entre nous insoumis, nous sommes matérialistes. Nous avons aussi intégré peut-être encore davantage ces dernières années. On va peut-être pas regarder ça. Ouais. Bon, est-ce qu'on regarde l'article Libération ? Aussi nombreuses et nombreux à la présentation du premier... Je suis sûr qu'il y a juste un truc qui résume les propositions pour qu'on parle du fond, mais en fait, désolé, j'ai pas trop préparé le bon contenu en avance. Je pensais que ça allait pas être une dystopie complète face à l'autre gars sur France Inter. Ok, on va regarder le truc Libération. Où est-ce qu'il est ? Je l'ai perdu. Ouais, non, c'était un bon lien. C'était un bon lien BBT, mais le problème c'est que c'est un peu long. Et j'ai l'impression qu'il va falloir attendre un moment avant d'arriver au sujet qu'on veut traiter. Donc, l'amitié est un sujet éminemment subversif et révolutionnaire. Parentalité nouvelle, colocation aménagée, mutation professionnelle amicale. La députée insoumise qui sort ce jeudi 27 août son livre Pour une politique de l'amitié propose d'offrir un cadre légal à ceux qui reconfigurent leur existence autour des relations amicales, cherchant à desserrer l'étau de la famille traditionnelle. BBT, c'était pas mon lien ? Bah si. Bah quand je clique ton lien, ça me dirige vers ça. Mulch, 30 minutes, ça date, mais c'est une synthèse. Je clique dessus, ça me donne ça. Peut-être qu'il y a une erreur de ma part, peut-être, je sais pas, mais... Oui, bah là, il y a un timestamp, ouais. Le timestamp est à 2h09:39. Ce très beau colloque. Je suis très contente d'abord de vous voir aussi nombreux. C'est là où j'ai commencé le React qu'on vient de faire, en fait. Oui. Bon, je vais lire le truc Libération, hein. Clémence Guettet souhaite offrir de nouveaux droits à tous ceux qui se sentent étouffés dans le cadre des familles traditionnelles. Légitime de fou. Une manière de rendre officiel un monde qui a déjà changé. Les existences ne se construisent plus exclusivement autour du couple et du mariage. Les exemples de vie amicale sont nombreux. Faire des enfants entre amis, habiter sous le même toit, choisir de partager les événements majeurs de son existence loin de sa famille de naissance. Les beaux moments ont leur importance, mais les moins drôles aussi. En 1 minute alors, oh bien joué. J'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Est-ce que vos amis comptent pour vous ? Pour moi, oui. À plein de moments de nos existences, nos amis sont là, au moment de la naissance d'un enfant, au moment d'une maladie, au moment de la mort. Et malheureusement, ce sont des liens d'amour, d'affection, de solidarité matérielle qui sont aujourd'hui dans notre société largement méprisés.
Pourtant, parfois, ce sont des personnes essentielles dans notre existence. Parfois, on préfère même habiter avec eux plutôt que seul ou plutôt qu'en couple. Mais aujourd'hui, c'est la famille qui a la primauté à tous les moments de l'existence. Et donc, moi, j'estime qu'il faut leur donner de nouveaux droits à ses amis. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dans quelques jours, le 27 août, sort mon premier livre. Il s'appelle Pour une politique de l'amitié. Et j'y étudie justement ces droits nouveaux qu'on veut accorder aux amis. C'est une part structurante du projet qu'on souhaite pour la Nouvelle-France. Je vous donne donc rendez-vous dans toutes les librairies. Ensuite, pour une tournée de présentation de ce livre. J'espère qu'il va vous plaire, vous interpeller, vous questionner. J'attends vos retours avec grande impatience. À très vite. Ok, ouais, du coup je dis quoi là-dessus? Y a rien à dire. Faut regarder le livre, d'accord. Bon, j'ai continué l'article Libération. Hein. Les exemples de vie amicale sont nombreux, là on a lu. La possibilité d'ouvrir un congé pour qu'un ami puisse prendre soin d'un autre correspond à une réalité vécue. Désolé les gens, c'est un shit show, ce stream est un shit show. Désolé, pardon. Je voulais juste aborder le sujet et j'en ai regardé vraiment dans le pire ordre, les pires trucs qui nous donnent jamais les infos qu'on veut. C'est de ma faute, pardon. On va continuer. Alors, la possibilité d'ouvrir un congé pour qu'un ami... En fait, moi, je voulais les mesures genre concrètes, c'est quoi qui est proposé, tu vois. Et à chaque fois, c'est genre la présentation du sujet et c'est intéressant, mais on attend la proposition et on l'a pas, quoi. C'est trop drôle. Pardon, désolé, c'est pas ma faute, là, c'est vraiment genre... Après, peut-être qu'il y aurait un constat à faire sur la façon de faire du contenu et tout. Mais bref. Mais si j'avais proposé, ça aurait été beaucoup plus succinct. My bad. Si j'avais préparé. Non, BPT m'envoie plus de ça, il me semble, désolé. Je vais juste lire cet article de Libération et ça va être très bien. Combien de personnes ont reçu de l'aide de la part de leurs amis pour affronter une terrible maladie? Un sujet qui touche plusieurs fils à la fois. Clémence Guettet veut placer la politique de l'amitié au cœur de la Nouvelle-France des Insoumis. Je m'inscris dans la lignée de combat contre l'enfermement des individus au cœur des institutions et des schémas correspondant à la norme dominante. J'interroge l'épanouissement individuel qui se heurte souvent à des violences physiques, psychiques ou sexuelles. J'assume de participer à la bataille culturelle contre les réactionnaires qui ont toujours invoqué la famille traditionnelle, un papa, une maman, des enfants, pour justifier leur agenda. Ils s'opposent au divorce, au mariage pour tous, à la PMA, pour toutes, etc. Je précise qu'on ne retire rien à personne en donnant des droits nouveaux. De nombreuses personnes sont heureuses dans le modèle traditionnel. Je cherche juste à ouvrir l'horizon pour les autres et élargir les possibles. Basé de fou. Mettez des liens, j'aime les liens. BPT, il y a que toi dans le chat. Regarde l'écran du stream, il y a que BPT dans le chat. Est-ce que c'est normal? Il s'oppose au divorce. Ok. Il y a déjà eu des travaux sur l'amitié, notamment celui du philosophe Geoffroy de Lagasnerie. On s'en fout, non? C'est quoi cette question? Pourquoi toutes les questions sont complètement folles? Vous dites un truc, mais il y a des gens aussi qui disent aussi ce truc-là. Ok. Pourquoi vous me dites ça? La politique de l'amitié... Bon, je vais arrêter de lire les questions. Faut juste lire ce que dit Clémence Guettet, quoi. J'en suis pas certaine. Regardez l'allongement du congé parental pour accueillir un nouveau-né. Le sujet a été débattu à plusieurs reprises dans l'hémicycle et il n'y avait pas d'évidence. Si les événements de la vie qui touchent notre humanité, comme une naissance, une maladie ou la perte de quelqu'un qu'on aime, mettaient tout le monde d'accord autour de solutions politiques, on aurait déjà constaté le camp de la droite et les réactionnaires est obnubilé par la satisfaction du patronat. Tout est empêché dès qu'il pourrait s'agir de grappiller du temps au capital. Ah, enfin, on a les propositions. C'est vraiment loin dans le texte, hein. Son programme propose par exemple de réserver les allocations familiales aux enfants dont au moins un des deux parents est français. Ah, le RN. Oui, le RN. C'est la folie. La folie complète de dire ça. Donc non, c'était pas les propositions. Je pense que je suis d'accord avec pas mal de ces analyses, les gens, hein, sur les constats et tout. Vous faites une proposition étonnante. La mutation professionnelle pour suivre un ou une amie qui déménage. D'où vient cette idée? La mutation professionnelle pour suivre un ami? Mais c'est du génie. Il faut repartir au point de départ pour comprendre. J'ai diffusé un questionnaire sur l'amitié sur mes réseaux sociaux. J'ai été débordé. Plus de 7000 réponses en 24 heures. Les gens m'ont raconté leurs amitiés, des maladies, des deuils et des ruptures amicales dans des termes sublimes. Parmi les témoignages, la mutation, c'est-à-dire la possibilité de suivre un ami muté pour son travail dans une autre ville, une sorte de rapprochement amical sur le modèle du rapprochement familial, est revenu à plusieurs reprises. Comment légiférer l'amitié sans mettre une pression sur les rapports amicaux en les rendant officiels? J'ai conscience de marcher sur une ligne de crête en défendant cette politique. Les amitiés sont perçues à juste titre comme des espaces de liberté et de souplesse. Il ne s'agit pas en légiférant de remplacer le carcan familial par une sorte de nouveau carcan amical. C'est bien les propositions de Guettet, mais à mon avis, c'est pas le bon moment pour sortir ça.
ça sonne un peu naïf en surface. C'est pas un argument du tout, ça. Hein. C'est bien, mais c'est pas le bon moment. C'est bien, mais c'est naïf. Genre, est-ce que tu te rends compte que t'as pas donné d'argument, en fait, quand tu dis ça? Pourquoi ça serait naïf? Pourquoi ça serait pas le bon moment? T'as pas expliqué. Trop bizarre. J'ai choisi la méthode des droits nouveaux que notre mouvement porte depuis des années pour éviter cet écueil. Ces droits ne formalisent aucune nouvelle obligation, ils sont universels, ils visent à rétablir l'égalité matérielle. Par exemple, étendre le congé parental à un ami est une possibilité ouverte à ceux qui feraient ce choix, mais ne comporte aucune contrainte. Donc genre, t'as un congé parental, t'as un enfant, l'enfant il naît, t'as le congé parental, tu fais une pause de travail et tu peux aussi genre donner un congé parental à un de tes amis au choix. C'est ça la proposition? Ça a l'air basé, hein. Moi je trouve que c'est un bon moment, les propositions de Clémence Guettet sont super parlantes pour les gens dans la vie. Bah oui, dans la vie de tous les jours, c'est hyper concret quoi. On a tous envie d'une politique de l'amitié, bah moi ça me semble très 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 basé comme proposition, hein. L'amitié engendre des coûts, il faut sortir, boire des coups, voyager, parfois faire garder ses enfants pour entretenir un lien. Est-il possible politiquement de changer de modèle? Bah oui. Des cantines publiques gratuites, la gratuité des transports en commun, les parcs publics. Nous les gens on a réfléchi avec ça l'autre fois avec BPT. Et genre, il y a plein de gens qui parlent des tiers-lieux, genre c'est un peu une rhétorique beaucoup ces dernières années, genre il faut que l'urbanisme organise plus des tiers-lieux pour que les gens puissent se rencontrer, et des tiers-lieux où il faut pas payer méga cher pour y aller et tout, genre payer très peu cher ou payer zéro. Et c'est vrai, mais en fait quand il pense, il y en a déjà pas mal, hein. Genre moi par exemple dans ma ville, il y a des parcs, il y a des grands parcs, il y a des parcs publics, il y a des bancs, il y a une médiathèque. C'est aussi un truc culturel où genre bah si les gens n'y vont pas, les utilisent pas alors qu'ils existent. Après il y a des cas où en effet ils sont inexistants et insuffisants, mais il y a aussi des cas où ils existent mais en fait les gens n'y vont pas. Et si c'est ce cas-là, là c'est un peu un problème plus profond de genre notre société est purement organisée autour de la productivité capitaliste avant tout et les gens sont genre culturellement habitués à ne même pas profiter des lieux publics qui sont à leur disposition parce que bah ils ont pas le temps, même l'idée n'arrive même pas dans leur train de vie quotidien quoi. Ouais, même plus le temps de sociabiliser, ouais. Ouais, bah Altis, toi t'en parles sur ta chaîne. Je repartage cette info. Les gens, allez voir toute la chaîne YouTube de Altis Play hein, qui est dans le chat. Chaîne excellente à propos de l'urbanisme, des transports en commun, des pistes cyclables à Paris par exemple et plein d'autres sujets. Très 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 intéressant. Je repartage cette info. Fun fact urbanistique. Plus une circulation motorisée est importante dans une rue, moins les liens sociaux sont importants. Jusqu'à 3 fois moins importants. Waouh. En même temps, c'est logique. Après, il y a eu des lois pour interdire les rassemblements, c'est une dinguerie. Ouais, puis moi, je vois des flics aller faire des contrôles aux faciès dans des parcs publics sur des personnes non blanches régulièrement, quoi. Donc voilà, t'as des personnes qui essaient de chill dans un espace public et qui se font emmerder, quoi. Hello, dans le budget participatif de ma ville, il y avait un projet d'un banc où les gens qui y vont sont ouverts à la discussion. Je sais plus le nom du concept. Ah genre tu peux aller sur ce banc là et les autres gens sur ce banc genre vont être ouverts à la discussion parce que tout le monde sait que c'est le banc pour genre discuter avec des gens. Ouais pourquoi pas hein. C'est marrant. Sinon c'est genre tous les bancs non. Normalement tu pourrais juste être dans un espace public et commencer à parler avec une autre personne humaine et ça devrait être chill et normal. Ça c'est selon moi mais bon. Ouais. Mais on se disait aussi avec BPT que il y a des médiathèques. Il y a beaucoup de villes où il y a des médiathèques, il y en a où il n'y en a pas, et ça c'est un problème. Mais on a perdu de fou l'habitude d'aller dans les médiathèques. Vous voyez, les médiathèques dans vos villes, beaucoup de gens ont perdu l'habitude d'y aller. Et on se disait, mais pourquoi? Parce que ça pourrait être un lieu, genre justement un tiers-lieu géant où les gens pourraient se rencontrer, faire des trucs stylés et tout. Et en fait, c'est vrai que dans les médiathèques, tu peux pas parler en fait. Si tu veux parler à tes amis et tout, il y a une personne gérante de la médiathèque qui vient te voir et qui te fait pas de bruit, les gens sont en train de lire, machin. Donc en fait, est-ce que la solution ultime, c'est pas des médiathèques, mais on peut parler dedans? Est-ce que là, on n'a pas trouvé la solution sur le truc de il n'y a pas assez de tiers-lieux, je veux juste un endroit où je peux chill avec mes amis et c'est complètement démarchandisé, je suis pas obligé de consommer, je suis pas obligé de payer 15 € l'entrée ou je sais pas quoi. Des médiathèques sans livres, voilà. Attendez, c'est la meilleure proposition possible pour la neutrosphère. Proposition de programme, des médiatiques, il n'y a aucun livre dedans. Il n'y a que des iPads avec la matinale de BPT et la chaîne de Bad Mulch dessus, c'est tout. Dans les grandes médiathèques, t'as genre un espace cafétéria ou un truc du genre, mais dans la plupart, oui. C'est d'ailleurs principalement les enfants qui viennent. Dans la plupart, on peut pas parler, c'est ça que tu veux dire? BPT des aires de jeu pour adultes, je le dis depuis le début.
Quand tu faisais du toboggan, des lianes, etc., c'était hyper social et tu repartais avec 12 nouveaux amis, ouais. Aire de jeu pour adultes, médiathèque où on a le droit de juste parler en fait. Excellente idée, on mettrait full distributeur Selecta dans la médiathèque, on nationalise Selecta et après on fait ça, ouais. J'ai déjà travaillé dans une médiathèque, franchement, il y a du potentiel, on est d'accord. Des sortes de bars en fait, non mais moi, les bars, il y a une ambiance particulière dans les bars. C'est pas pour tout le monde les bars, hein. Moi je suis pas fan de bars perso, hein. Bah après je vais au bar avec des gens, s'ils me disent on va à un bar, vas-y on va à un bar. BPD, j'en ai marre de devoir interagir avec des gens bourrés perso, ouais. Ouais, ça c'est un PB. Oui, le fait que le bar ça soit centré autour de l'alcool, ça c'est un énorme PB, ouais. Des cafés quoi. Mais tu peux pas aller dans un café avec 10 personnes et parler, les gens ils se disent ah non ils parlent fort, je sais pas quoi. Enfin si tu peux techniquement, ça dépend des endroits. Genre juste un lieu de sociabilisation, tu vois. Et en plus un café ou un bar et tout, encore une fois il faut payer, il faut avoir l'argent. À Paris, tu veux prendre une boisson dans un bar, genre 6 €. Les gens ont la flemme, quoi. Il y a rarement des lieux où tu vas et tu vas te faire des potes, il y a déjà des bulles sociales faites. Ah ouais, non mais ça existe absolument pas en fait, hein. En fait, quand t'es adulte, maintenant, c'est genre... Ah, tu veux rencontrer des gens, bah il faut que ça soit des gens que tu connaissent eux déjà. Sinon, c'est genre impossible d'avoir une discussion. C'est fucked up, hein. Des baby-foot publics à la place des pianos publics. Non, les deux. Faut pas remplacer les pianos publics. Les pianos publics, c'est stylé. BPT, littéralement, on sait tous ce que c'est une aire de jeu. Je mets pour adultes, vous dites que je propose un bordel, c'est de la folie. Qui a dit ça? Personne dit ça. BPT, les adultes, soit ils travaillent, soit ils boivent, soit ils baisent. Venez, on sort de cette folie, on peut juste chill. Je crois que c'est le message le plus BPT of all time dans le chat. Je crois qu'il a atteint pic BPT avec ce message. Bravo, magnifique. Les pianos publics sont une abomination Lovecraftienne. Quoi? C'est une blague. C'est stylé de voir des gens juste jouer de la musique quand ils ont un talent en public et tu peux rester écouter ou pas, et tu fais ce que tu veux. C'est bien, c'est trop bien. Sinon, sport ou activité, mais ça peut avoir un coût. Ah, moi, je suis pour qu'il y ait un service public de salles de sport, hein. Moi, je veux qu'il y ait un fitness park service public gratuit dans tout le pays. Et je le revendique. Il y a des jeux d'échecs géants publics qui marchent bien dans le genre. Ouais, c'est cool ça, hein. Mais beaucoup de gens n'en ont pas de talent. 2 heures d'attente en gare de l'enfer. Dans quoi? Les pianos publics, c'est pour entendre Yann Tiersen en boucle, c'est non, je connais pas. Si vous avez le seum, les gens, juste ne soyez pas à côté du piano public ou genre apprenez à jouer un truc mieux et allez-y vous. Non, moi je suis pour les pianos publics. On va rajouter plein d'instruments, on va mettre des guitares publiques, on va mettre une batterie publique, on va faire des jams publics partout dans toutes les gares. Vous me mettez 10 fois plus de pianos publics partout. Juste pour trigger les gens bizarres dans le chat. Jamais tombé en gare sur un gars qui savait pas jouer. La BO d'Amélie Poulain, entre autres. Bah ouais, c'est bien la BO d'Amélie Poulain. Ok, on a tous déjà ressenti une forme de pression relative au coût de la sociabilité, dit Clémence Guettet. Par exemple, comment faire quand le mariage de gens qu'on aime occasionne des frais, mais que les budgets sont serrés? Très valide. BPT, juste mettez pas des cornemuses publiques, parce que même le meilleur joueur, ça va pas être un bénéfice pour la société. Des vuvuzelas publics. Juste toute la société est devenue égoïste, juge tout le monde, donc plus de sociabilisation entre les personnes. Bah, c'est un peu la vibe que ça me donne, hein. Genre le truc de je déteste les gens qui jouent du piano en public dans les gares, c'est horrible. Enlevez-moi tous ces pianos, détruisez tous les instruments de musique, tous les trucs fun un peu que les humains peuvent faire, enlevez tout. Je veux la dystopie néolibérale, je veux des robots tueurs partout, vite. Plus vite. Ok. Des térémines publiques. Exactement. Ok, du coup, le coût de la sociabilité, ça, je relate à 3000%. Il y a aussi le coût des événements quotidiens, retrouver des proches en soirée, participer à une cagnotte anniversaire, etc., etc. Ouais, t'es invité à une soirée, faut amener un cadeau, un truc, genre, il y a des gens qui sont juste hyper pauvres, en fait, qui n'ont pas l'argent. Du coup, ils se sentent exclus, ils ont peut-être honte, ils vont pas venir, c'est une catastrophe, hein. C'est Lucchini qui déteste les pianos publics, bah, raison de plus d'être pro piano public. Ce mec-là est un énorme FDP, donc c'est... Je crois que là, vous faites les arguments pour moi, là, hein. Non, juste une salle silencieuse pour ceux qui préfèrent le silence, ça serait bien. Il en faut pour tous les goûts. Bah, mettez AirPods anti-bruit, voilà. Et laisse les gens vivre leur vie en public. Le problème, c'est que t'as l'Instagrammeur de con qui va jouer Interstellar sur le piano public. Donc le capitalisme est toujours là. Bah ouais, c'est stylé, non?
En fait, tous les trucs que vous me présentez un truc, j'ai l'impression que vous allez penser que je trouve ça négatif, et en fait, je trouve ça bien. Donc les gens qui apprennent à jouer un instrument, qui le jouent et qui se filment en train de le faire pour le partager aux autres humains, je suis censé trouver ça horrible maintenant? Ah ouais, je savais pas que les gens étaient devenus fascistes à ce point-là. J'avoue, ton chat est relou aujourd'hui. Aujourd'hui? Pas qu'aujourd'hui, je crois, hein. Ok. La politique de l'amitié est un projet féministe. J'ai lu un chiffre édifiant. Aujourd'hui, si une personne sur deux pense que l'amitié... aujourd'hui, une personne sur deux pense que l'amitié coûte cher. La politique de l'amitié est justement une proposition globale. Elle porte l'idée de l'augmentation des lieux de gratuité. Voir ses amis ne devrait pas être conditionné à la possibilité de payer un café, une entrée au cinéma, un dîner au restaurant. Ouais. Après, globalement, la politique progressiste, d'un point de vue économique, va rendre les gens beaucoup moins pauvres et donc ils auront plus un pouvoir d'achat pour se payer ces choses-là. Mais c'est encore mieux si en parallèle de ça, tu as aussi des options démarchandisées, gratuites, qui se multiplient également, quoi. Et aussi, en plus, ce qui est bien là-dessus, c'est que ça fait une pression à la baisse de divers coûts dans ces services privés-là parce que, eh bien, les gens, ils ont des options. Donc, si tu as des options, tu peux juste dire ouais, non, je vais pas aller payer en fait 4 € votre matcha de merde parce que je peux juste aller me poser dans le parc, dans une pelouse, avec une carafe d'eau, en fait. Avec mes potes. Même si on est un brin misanthrope, ça fait pas de nous des fachos, des ultra-libéraux, t'abuses. En fait, c'est pas ça, c'est moi qui deviens misanthrope en lisant tes messages. Toi, t'es juste anti-fun, c'est pas la même chose. On a le chat qu'on mérite. Ça, c'est hardcore. Ça, c'est hardcore de me dire ça. BBT, le concept qu'un adulte s'amuse est extrêmement mal vu. Il faut pas le montrer. Il faut pas qu'on voit des adultes heureux dans l'espace public. C'est vraiment la vibe que ça me donne, hein. Désolé, mais... J'ai lu un chiffre édifiant. Aujourd'hui, les espaces publics où il est possible de rencontrer ses proches gratuitement sont rares. La chute du nombre de bancs publics dans l'espace urbain en témoigne. Ça, c'est une dinguerie, les gens, hein. Parfois, je suis dans une gare et je regarde, je me dis, il doit bien avoir un banc, là, j'en peux plus, j'ai juste envie de me poser. Et il y a les sortes de micro-trucs néolibéraux horribles où tu peux pas t'asseoir dessus sans dossier, où c'est genre une planche de 10 mm de large pour que... Si une personne sans abri, malheureusement, essaie de s'allonger dessus, bah, elle tombe, elle aille sur les rails et elle meurt écrasée par le train parce que c'est la volonté de la ville de tuer un maximum de SDF à tout moment. C'est une dinguerie, les gens. Les bancs dans l'espace public, la suppression des bancs. Non mais arrête, Mulch, lol, c'est aussi ok de ne pas aimer entendre du piano, c'est pas grave. Genre, laissez-moi roast le chat. Je suis désolé, je trouve ça un peu bizarre d'avoir comme priorité politique ou comme sujet, genre j'en peux plus des pianos dans les gares, genre désolé, mais c'est un peu bizarre quand même. J'ai le droit de dire que c'est un peu bizarre. J'ai le même souci, dans la théorie je suis pour le lien social et tout ça, mais dans la pratique c'est surtout des emmerdes, je déteste qu'on me parle. Ah ouais, genre mais dans quel contexte? Peut-être dans certains contextes, mais pas dans tous les contextes. S'il y a quelqu'un qui vient te demander genre... je suis perdu, est-ce que tu sais où se trouve la poste de la ville, machin? Tu trouves ça horrible? Il y a des contextes où tu veux juste pas qu'on te parle. Quand je suis en stream et quand le chat est insupportable, par exemple. Non, je rigole. Oui, il y a des contextes où tu veux pas qu'on te parle, d'accord, mais... Ouais. Attention aux abus de faiblesse pour les personnes fragiles. Elles vont se faire des amis qui vont leur demander de bénéficier des nouveaux droits s'ils sont en place. Quoi? Il y a aussi des gens qui sont pas intéressés par les échanges avec des randoms et c'est ok. Enfin, en fait, les gens, c'est dur de parler en général là parce que je sais pas de quel contexte on parle. Est-ce qu'on parle d'un concert de votre artiste préféré où vous allez et il y a des gens qui attendent devant le concert et vous pouvez peut-être parler avec des gens? Est-ce qu'on parle de la file d'attente d'une boulangerie? Est-ce qu'on parle d'un parc? Est-ce qu'on parle de drague de rue? Enfin, on peut parler de genre 800 sujets qui sont différents, donc je sais pas trop ce que... Mais juste psychophobe. BBT, moi en concert, j'aime pas quand ils mettent des pianos. Ouais, c'est scandaleux, genre vraiment les gens qui font de la musique dans les concerts, c'est insupportable, hein. Des mamies viennent dans mon café juste pour s'asseoir car il n'y a pas de banc entre leur part et le magasin. Je suis bizarre, oui, et... Non, mais force à toi. Soit vous acceptez les pianos dans les gares, soit on met des clavecins. En vrai, tu rentres dans la gare du Nord et t'as du Jean-Sébastien Bach au clavecin. Est-ce que ce serait pas un énorme banger? Prover, le piano, oui, prover, mais c'est bien d'être un prover en fait dans la vie. C'est une bonne chose. Le piano, c'est bourgeois. Ok, aujourd'hui, les espaces publics sont... ok. Une politique de l'amitié est liée à une réflexion plus générale sur la démarchandisation de la société. Basée. On se fait moins importuner en tant que mec aussi, Mulch. Bah oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis que si on parle de drague de rue et tout, je comprends le truc de...
j'en peux plus de me faire aborder par des gens, mais enfin à la base c'était pas vraiment le sujet de parler des pick-up artistes ou de la drague de rue ou des trucs comme ça. C'était plus sur l'amitié, les relations sociales et tout. La question du genre est également présente dans votre livre. Vous expliquez que l'amitié est très souvent représentée à l'écran et dans les livres par des hommes. Vous prenez des exemples de Tintin, Astérix ou Lucky Luke qui mettent en scène des beaux liens entre hommes. Ah bah oui, le test de Bechdel, ouais. Le truc de... je vais lire le truc. Vous connaissez le test de Bechdel? Pour mesurer la place et la visibilité des femmes dans une œuvre de fiction, il y a 3 critères. Il doit y avoir au moins 2 femmes nommées dans l'œuvre. Elles doivent parler ensemble. Et il faut qu'il y ait une scène où elles parlent ensemble, il faut qu'il y ait une scène où elles parlent d'un sujet qui n'est sans rapport avec un homme. Et très peu d'œuvres de fiction passent le test. Ça, c'est de la folie, les gens. Ça, c'est de la folie. Cite 2 amies femmes dans une œuvre de fiction, Mulch. Je regarde pas assez d'œuvres de fiction. Je sais même pas te répondre. Les Totally Spies. Voilà. En plus, c'est fini maintenant, Totally Spies, non? Ils ont arrêté ça, non? Les gens qui sourient dans la rue, c'est relou aussi, en vrai. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, le chat. Ok, là, le chat. Ok, là, je respecte parce que là, vous allez vraiment loin dans la take. Là, c'est bien. Thelma et Louise. Dans Emily in Paris, il y a 2 femmes amies, non? Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai juste vu des passages. Non, mais je sais, Zarnier, je sais, mais c'est très drôle. Dans l'imaginaire patriarcal qui est le nôtre, les relations entre femmes sont marquées du sceau de la jalousie et de la compétition. Innocentes, voire vertueuses, quand... Dans les représentations culturelles, des femmes bourgeoises entretenaient des amitiés cantonnées à l'espace domestique. Les solidarités féminines ont ensuite été perçues comme potentiellement subversives vis-à-vis de l'ordre établi, à raison, et donc discréditées. La politique de l'amitié est un projet féministe. Stylé. Il est parfois difficile de gérer les amitiés. On revient souvent dans les bras des plus proches après un drame, un coup de moins bien ou une mauvaise passe. Il faudrait aussi légiférer sur le temps pour mieux gérer ses amitiés. Cette question amène directement à la réflexion sur le temps libéré, pour avoir des semaines de travail plus courtes. Bah ouais, c'est hyper lié. La pression professionnelle pèse sur nos vies. Je le vois pour moi-même, j'ai été obligé de mettre ma vie amicale dans mon agenda. Ouais. On peut se dire que c'est une situation réservée aux cadres et que la question du temps est plus simple à gérer avec des horaires fixes. Mais comment fait-on quand des enfants entrent dans l'équation? Comment fait-on quand on a le dos cassé après une journée de travail pour trouver la force de se rendre disponible pour ses proches? Rendre du temps aux gens, ça leur permet d'en avoir plus pour leurs proches et dont leurs amis. En vrai, je trouve ça super intelligent de la part de Clémence Guettet et France Insoumise de mettre ce sujet-là sur la table, hein, de faire des discours là-dessus, faire des vraies propositions politiques dessus, carrément. Hein. C'est un énorme sujet de société. Moi, je dis médiathèque partout où on peut parler dedans. Quand même, faut qu'on puisse prendre un café, mais que ce soit pas obligé, mais qu'on puisse en prendre un quand même si on a envie d'en prendre un. Raquel cite 2 amitiés entre 2 femmes, Raquel Garrido et Clémentine Autain dans l'après. Je sais pas, hein. Je parle du texte de Clémence, je suis 100% pour, mais j'ai une pensée pour les personnes fragiles. Désolé, je suis resté focus sur le thème. Non, pas de souci. Mais je sais pas si, en lisant les propositions politiques et le truc de la politique de l'amitié de LFI, je sais pas si ma première réaction, ça serait j'ai trop peur de ces propositions parce que ça risque de mettre en danger des personnes fragiles. Ok, je sais pas, hein. Voilà pourquoi il faut mettre au devant ce sujet. C'est en lien avec tous les autres sujets. C'est pas non plus un thème déconnecté. Bah, carrément, hein, carrément. Non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et valide. Et il y a des propositions. En fait, je l'ai pas vu dans cet article du tout, mais on est d'accord que Clémence Guettet a proposé qu'il y ait un jour de congé pour le deuil, pour faire le deuil d'un ami. Genre, tu sais, si t'as des parents qui décèdent ou un enfant qui décède ou quoi, en fait, tu peux être en deuil et je pense que tu peux avoir un congé. Enfin, je suis même pas sûr de ça actuellement. Mais en gros, Clémence Guettet propose ça pour, genre, si t'as ton meilleur ami qui meurt, par exemple, bah, t'aurais un congé de deuil amical. En vrai, c'est un peu une dystopie de devoir juste retourner au travail le lendemain quand t'as une personne avec laquelle t'es super proche pendant une grosse partie de ta vie qui décède. Ça me semble totalement humain et très positif de mettre en place un congé de deuil comme ça. Mais enfin, Mulch, le PIB, ouais, peut-être que Crésus va trouver ça horrible parce que le PIB va un peu baisser, mais bon. En fait, le pire, vous savez que c'est quoi le pire? C'est qu'en fait, le PIB augmenterait parce que les gens qui sont pas en full dépression et en souffrance mentale sur leur lieu de travail sont en fait plus productifs. Énorme révélation en 2026, on savait pas.
Mais en fait, quand tu vas bien, bah, tu es plus à même d'accomplir un bon travail, tu vois. Donc en fait, non, le PIB serait probablement augmenté par cette mesure, en vrai de vrai. C'est pro-économie, je l'affirme, c'est pro-économie. BBT, il est possible que beaucoup de gens ne comprennent pas ces propositions car tout va bien dans leur famille. Mais beaucoup de gens, pour eux, leur famille, c'est avant tout leurs amis. Bah ouais, la famille, c'est des gens que tu choisis pas. Tu choisis pas avec qui tu vas naître. Et beaucoup de gens, en fait, ont des personnes dans leur famille qui sont pas ouf, ont des problèmes familiaux et pour des raisons peut-être de gens toxiques dans leur famille, tu vois, ça, c'est bizarre, c'est très étrange. Hein, on apprend ça en 2026. Des parents toxiques, des grands-parents toxiques, des frères et sœurs bizarres. Bah oui, en fait, c'est le cas pour énormément de gens. Et du coup, bah oui, la famille, c'est les gens que tu choisis pas. Tes amis, par contre, c'est un peu ta famille choisie, quoi. Donc ouais, ça va totalement dans le sens, avoir une politique qui favorise l'amitié et tout, ça va totalement dans le sens en fait de la liberté individuelle et ça va à l'encontre de l'arbitraire de naissance, genre ah désolé t'es né là, maintenant le reste de ta vie ça va être de devoir être entouré de ces personnes-là que tu n'as pas choisies, même si elles sont potentiellement toxiques ou prennent des choix qui sont mauvaises pour ta vie à toi. Merci beaucoup pour le Prime Batou, merci beaucoup. On reprend le flot de liens. Attendez, BFM TV va avoir plus d'informations sur les propositions de Clémence Guettet que tout ce qu'on a vu. Pax amical, congé pour un deuil ou pour une naissance. Clémence Guettet propose plusieurs mesures pour revaloriser les relations amicales. Elle propose un partenariat social. Elle décrivait cette mesure comme une proposition consistant à renouveler le Pax en faisant sauter le critère de cohabitation et à ouvrir cette solidarité à des amis. Je suis en partenariat social avec... Insérer un ami... Intéressant, hein. Et t'as quoi? Ça ouvre les droits à quoi? Ce partenariat ouvrirait aussi des obligations de solidarité matérielle. Ah! Notamment en cas d'endettement ou de galère dans la vie. Oh! Il ne serait ouvert qu'à une personne, ajoute-t-elle. J'aime bien, hein. En fait, j'aime bien le fait que ça soit proposé et que, du coup, ça nous amène à réfléchir à ça. Genre, ça... En fait, LFI sont trop forts pour ça. Genre, ils mettent des trucs dans le débat public... Ça attire l'attention, genre là les médias ils vont devoir faire des gros titres là-dessus et tout. S'ils n'avaient pas fait ce move-là, si Clémence Guettet n'avait pas sorti ce livre et n'avait pas fait ce move-là cette semaine, l'article qu'on est en train de lire là, ça serait à propos, je sais pas quoi, du burkini à la plage ou je sais pas quelle connerie, raciste. Donc rien que pour ça, c'est ultra basé. Juste pour le fait que ça met en avant tel ou tel sujet. Aujourd'hui, les gens au pouvoir, des libéraux, et en plus sur le fond, ça a l'air d'être des très très bonnes propositions. Les gens au pouvoir, des libéraux, promeuvent l'individualisme et la compétition. Notre camp doit se saisir de l'amitié pour favoriser les liens collectifs. Carrément. Congé parental pour les partenaires sociaux. De la même manière, elle propose d'établir un congé pour deuil amical. Si votre meilleur ami décède, vous devez retourner au boulot dès le lendemain. Si c'est votre belle-sœur que vous ne voyez jamais, vous avez le droit à des jours de congé. Martèle la députée. Carrément. BBT, c'est intéressant, mais formaliser l'amitié, je trouve ça un peu cringe. Imagine dans un groupe d'amis le malaise. Ouais, en fait, je trouve que déjà, le truc du deuil amical... Mais après, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas déclarer à l'État c'est qui ton meilleur ami? Parce que je pense qu'elle a dit juste avant qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir plusieurs meilleurs amis dans ce cas-là. Donc c'est vraiment genre, vas-y, tu dois choisir maintenant. Ouais. Je sais pas trop comment faire en pratique, mais... En tout cas, l'argument de une personne dans ta famille que tu vois jamais, t'as le droit à des jours de congé si elle décède, mais pas ton meilleur ami, j'avoue qu'il y a l'air d'avoir un point légitime, quoi. Actuellement, un salarié peut prendre des jours de congé en cas de mort de membres de sa famille, un enfant, un mari ou une femme, un partenaire de Pacs ou un concubin, ou encore un parent. BBT, je pense qu'il faut au moins un groupe d'amis. Un ami, ça va créer des malaises. Ouais, un ami, c'est un peu bizarre, ouais. Enfin, ça va créer des malaises, je suis d'accord. Qui est ton ami? Bah ouais, on n'a pas une seule personne avec qui on est ami, quoi. Je sais pas, on a déjà le concept de meilleur ami, c'est proche. Ouais, mais le concept de meilleur ami, enfin, ok, très bien. Enfin, vous avez pas un ranking de vos amis comme ça, de façon officielle. Enfin, peut-être que vous avez ça, hein, moi j'ai pas, mais... BBT, le concept de meilleur ami, c'est cringe, ça se communique pas. Bah ouais, c'est pas vraiment un truc que tu communiques, c'est pas vraiment un truc qui s'officialise, sinon c'est bizarre. Ça devient gênant au moment où il faut changer de meilleur ami. Oh, imaginez ça, genre... Tu parles à tu deviens de plus en plus pote avec une autre personne dans ton groupe d'amis et du coup vous êtes en mode peut-être que on officialise le fait que maintenant nous on est meilleurs amis et donc tu dois aller voir l'ancienne personne qui est officiellement déclarée comme étant ta meilleure amie
et lui dire désolé mais je vais changer. Ce serait fou. L'introduction du divorce amical. BPT, tu regardes tes impôts et ça t'informe que t'as plus d'amis en même temps que d'être endetté envers l'État. Oui, genre, je me connecte sur le site des impôts. Vous venez de perdre votre ami. En plus, vous devez 15 000 € de retard de paiement. Incroyable. Voilà, vous êtes en train de décrire par le détail ma critique de tout à l'heure sur la naïveté. Bah ouais, Red Brouette, y a pas de problème, mais t'aurais pu détailler. Parce que du coup, on sait pas trop ce que tu veux dire quand tu dis c'est naïf. Ah, et aussi, vous n'avez plus d'amis. Ouais. L'amitié, c'est une valeur souple, libre, gratuite, mais qui n'est pas du tout reconnue par l'État, par la loi, a-t-elle déclaré en préambule dans son interview. Aujourd'hui, la famille traditionnelle est survalorisée, ça je suis d'accord. Ok. En vrai, c'est intéressant. Hein. BBT, j'adore le concept, il faut juste qu'on trouve un moyen de pouvoir le mobiliser. Ouais, faut peut-être réfléchir à comment améliorer les propositions, mais ouais, il y a des trucs qui sont déjà bien. Hein. Faut juste arrêter d'être trigger avec ça, sinon il n'y a pas de problème d'avoir un ami dont tu es plus proche que les autres et de le dire, c'est ok. Ouais, potentiellement. Mais imagine, t'as genre 4 personnes avec lesquelles t'es très proche de façon à peu près égale et vous voyez même souvent en groupe, etc. Souvent, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui ont des groupes d'amis, quoi, des cercles amicaux. Et dans ce cadre-là, bah en fait, est-ce que la solution, c'est pas juste d'ouvrir ce lien-là à plusieurs personnes, quoi? Il ne serait ouvert qu'à une seule personne, ajoute-t-elle. Bah, faudrait peut-être juste changer ça, que ce soit plusieurs personnes. Peut-être ça règle tout le problème. Entre de mauvaises mains, le fichier des amis, c'est chaud. C'est pas un argument. Ouais. Il faudrait juste une proposition forte. Pourquoi pas officialiser le statut de parrain/marraine? En gros, 2 personnes que tu peux désigner comme proches qui auraient des droits particuliers, genre sur les enfants en cas de disparition. Mais c'est pas vraiment le même sujet là, non? En vrai, je suis pas le meilleur pote de mon meilleur pote. Donc ouais, l'exclusivité, c'est chelou. Ouais, en plus, ça, c'est possible. Je rattrape tout juste le live et j'ai entendu le truc des médiathèques où on peut parler. Ça fait des années que je me dis la même chose pour les salles de ciné. Ah, genre des salles de ciné où on peut parler pendant le film. Ça, c'est une proposition pour Rachel Gorilla. Genre juste une grande salle, tu regardes le film et juste tout le monde peut parler dans cette salle-là. Et t'as le choix. Dans tous les cinémas, t'as le choix. Tu peux aller dans la salle silencieuse ou la salle où tu parles. Par contre, ça va être tellement le bordel dans les salles où tu peux parler. Ce serait trop marrant en vrai. Et on peut se lever, aller à la buvette au fond de la salle. Ah ouais, genre c'est vraiment genre... Le film est complètement optionnel, quoi. Mais c'est comme genre dans les cafés quand ils diffusent un match ou dans un bar quand ils diffusent un match ou un truc comme ça où tu peux le regarder ou pas, quoi. Un peu cette vibe-là. PPT, tu peux techniquement parler dans n'importe quelle salle de ciné et en général, les gens te répondent. Mais pas toujours amicalement. Je sais pas combien les gens ont de très proches qui justifient les mesures. Pas 20, je pense. Si on limite, ça évite les abus. Et ça évite les gens qui vont trouver des amis en unité de soins palliatifs. Bon, faut réfléchir. En tout cas, c'est intéressant. Moi, je suis content que Clémence Guettet, elle ait parlé de ça. Elle passe sur les médias pour parler de ça. Dommage qu'il y ait des personnes en face comme l'autre Duhamel, là, pour être horrible. Mais sur le fond, c'est un sujet important. Hein. Ça rejoint 1000 autres sujets, hein, comme on a vu. Et ces mesures-là, il y a peut-être des trucs à faire, mais il y a aussi jouer sur tous les autres trucs, comme le temps de travail, diminuer le temps de travail, plus de tiers-lieux où les gens peuvent juste vivre, exister, sociabiliser, les aires de jeu gratuites pour adultes, nous on dit qu'il faut faire ça aussi, les médiathèques où on peut parler, et plein d'autres trucs. Ouais. Yo, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, regardez cette prochaine vidéo affichée à l'écran. Je sais que vous en avez envie. Stream tous les jours du lundi au vendredi à 16h sur Twitch.